Elle n'a pas les moyens de se payer un avocat. Son mari a ri en plein tribunal. Puis le juge a prononcé 4 mots qui ont tout changé. Sandrine Lefebvre se tenait debout dans le tribunal des affaires familiales de Carpentras, serrant contre elle une chemise cartonnée qui valait plus que toute la défense juridique de son mari, tandis qu'il se moquait de sa pauvreté devant tout le monde. Stéphane Lefebvre, avocat d'affaires, était assis à côté de son conseil payé 850 € de l'heure, affichant un sourire narquois alors qu'elle se représentait elle-même. Il n'avait aucune idée que la femme qu'il avait dépouillée de tous ses biens venait de passer 3 ans à bâtir quelque chose qu'il ne pouvait ni acheter, ni exploiter, ni détruire. Ce que le juge a dit ensuite n'a pas seulement réduit la salle d'audience au silence. Cela a réécrit l'avenir entier de Stéphane. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'important. Si vous appréciez les histoires vraies sur la justice, la résilience et les gens qui se relèvent quand le monde les a déjà comptés pour morts, cliquez sur ce bouton d'abonnement maintenant. Sérieusement, prenez 2 secondes et cliquez. Ensuite, explosez ce bouton « J'aime » parce que cela aide vraiment cette chaîne à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces histoires. Et voici ce que je veux vraiment savoir. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Êtes-vous à Lyon, Bordeaux, Marseille, Amsterdam, Lagos? Je veux voir jusqu'où voyagent ces histoires. Maintenant, revenons à Sandrine, car ce qu'elle a fait ensuite était absolument brillant. La salle d'audience sentait la cire à bois ancienne et l'air recyclé. La lumière matinale filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres sur les rangées de bancs en bois. Sandrine Lefebvre était assise seule à la table des défendeurs, un simple stylo bleu posé sur son dossier. Son blazer bleu marine avait 3 ans, repassé soigneusement ce matin-là, les poignets légèrement usés. Ses cheveux naturels étaient tirés en un chignon net, de petits clous en or aux oreilles. Les seuls bijoux qu'elle avait gardés après la séparation. De l'autre côté de l'allée, Stéphane Lefebvre s'adossait à sa chaise en cuir, jambes croisées, un bras nonchalamment posé sur la coudoir. Son costume anthracite Tom Ford coûtait probablement plus que le budget course de Sandrine pour tout un mois de baguettes et de croissants. À côté de lui était assis Jean-Pierre Durand, associé principal chez Cabinet Durand et Associés, un homme dont le taux horaire pourrait financer un mariage modeste. Les boutons de manchette en argent de Jean-Pierre captaient la lumière alors qu'il feuilletait une pile de documents, chaque page soigneusement marquée par des onglets colorés. L'huissier a appelé la salle à l'ordre. Levez-vous. L'honorable juge Monique Bernard préside. Tout le monde s'est levé. La juge Bernard est entrée par la porte latérale, sa robe noire flottant alors qu'elle prenait place derrière le banc surélevé. C'était une femme vers la fin de la cinquantaine, avec des yeux perçants qui avaient été témoins de tous les jeux de tribunal imaginables. Sa réputation la précédait. Juste, sans fioriture, et allergique aux théâtralisations juridiques. « Veuillez vous asseoir », dit-elle, sa voix portant l'autorité sans effort. La salle s'est calmée. Sandrine lissa sa jupe et s'assit droite, les mains jointes sur la table. Stéphane chuchota quelque chose à Jean-Pierre, qui sourit légèrement et hocha la tête. La juge Bernard ajusta ses lunettes de lecture et jeta un coup d'œil au rôle. Affaire numéro 47, 2024, FC, Lefebvre contre Lefebvre. Requête en dissolution de mariage, modalité de garde et partage des biens matrimoniaux. Elle leva les yeux. Maître Durand, je vois que vous représentez Monsieur Lefebvre. Jean-Pierre se leva avec fluidité. Oui, Madame le juge. Jean-Pierre Durand représentant Stéphane Lefebvre. Et Madame Lefebvre, poursuivit la juge en regardant directement Sandrine. Vous représentez-vous vous-même aujourd'hui? Sandrine se leva, la voix ferme. Oui, Madame le juge. Je procède pro se. Stéphane se pencha vers Jean-Pierre et chuchota assez fort pour que Sandrine l'entende. Ça devrait être rapide. Jean-Pierre étouffa un sourire. Les yeux de la juge Bernard se posèrent brièvement sur eux, mais elle ne dit rien. Elle ouvrit le dossier devant elle, parcourant les documents en silence. La salle d'audience retenait son souffle. Quelque part au fond, une femme toussa doucement. Maître Durand, dit la juge Bernard. Votre client a déposé une motion demandant la garde exclusive des enfants mineurs, la division de la maison de campagne et une pension alimentaire importante de la part de Madame Lefebvre. Est-ce exact? Oui, Madame le juge, dit Jean-Pierre en se levant à nouveau. Mon client a été le principal soutien financier tout au long du mariage.
Madame Lefebvre a abandonné le domicile conjugal sans préavis, le laissant entretenir le foyer et s'occuper des enfants. Nous pensons que le tribunal constatera que Monsieur Lefebvre est le parent le plus stable et mérite la garde principale. La mâchoire de Sandrine se serra, mais elle resta silencieuse. La juge Bernard se tourna vers Sandrine. Madame Lefebvre, vous avez déposé une contre-motion demandant la garde partagée et une répartition équitable des biens. Vous demandez également une prestation compensatoire, exact? Oui, Madame le juge, dit clairement Sandrine. Stéphane émit un petit reniflement méprisant. Jean-Pierre posa une main sur son bras, mais Stéphane l'ignora. Madame le juge, dit soudain Stéphane en se levant à moitié. Puis-je m'adresser au tribunal? La juge Bernard le regarda par-dessus ses lunettes. Monsieur Lefebvre, vous avez un avocat présent. Veuillez le laisser parler en votre nom. Stéphane fit un geste dédaigneux de la main. Avec tout le respect que je vous dois, Madame le juge, je pense que tout le monde dans cette salle peut voir ce qui se passe ici. Ma femme n'a même pas les moyens de se payer une représentation légale. Elle est assise là avec un dossier et un stylo comme si elle était à une réunion de parents d'élèves à la boulangerie. Un murmure parcourut la galerie. Les doigts de Sandrine se courbèrent légèrement, mais son visage resta calme. Monsieur Lefebvre, dit la juge Bernard, le ton se refroidissant. Asseyez-vous. Il ne le fit pas. Madame le juge, je ne veux pas être impoli, mais c'est une perte de temps pour le tribunal. Elle n'a aucun bien, aucun revenu, aucune capacité à subvenir aux besoins de nos enfants. J'ai tout financé. L'hypothèque, les frais de scolarité privée, l'assurance médicale, tout. Et maintenant, elle veut la moitié. Monsieur Lefebvre, répéta la juge, sa voix devenant tranchante. Asseyez-vous. Stéphane hésita, puis se laissa retomber dans sa chaise, toujours avec son sourire narquois. Jean-Pierre se pencha et chuchota urgemment, mais Stéphane le repoussa d'un geste. La juge Bernard se tourna vers Sandrine. Madame Lefebvre, avez-vous une réponse aux affirmations de votre mari? Sandrine se leva lentement. Elle regarda directement la juge, pas Stéphane. Madame le juge, je ne conteste pas que mon mari ait gagné la majorité des revenus de notre foyer pendant notre mariage. C'est un avocat talentueux, mais ses revenus ont été possibles parce que j'ai géré notre maison, élevé nos enfants et soutenu sa carrière pendant 12 ans. J'ai mis ma propre éducation en pause pour qu'il puisse finir l'école de droit. J'ai travaillé 2 emplois pendant qu'il étudiait pour le barreau. Et quand sa carrière a décollé, je suis resté à la maison parce que nous avions convenu que c'était le mieux pour notre famille. Sa voix était calme, mesurée, mais chaque mot portait du poids. Après notre séparation, poursuivit-elle, Monsieur Lefebvre a gelé nos comptes conjoints, changé les serrures de notre maison de campagne et dit à nos enfants que je les avais abandonnés. Je vis dans un petit gîte de village, travaillant comme parajuriste, essayant de reconstruire ma vie à partir de rien. Je n'ai pas une équipe juridique de haut vol, Madame le juge, mais j'ai la vérité. Stéphane rit réellement à voix haute en plein tribunal. La tête de la juge Bernard se tourna lentement vers lui comme un prédateur verrouillant un mouvement. Avez-vous trouvé quelque chose d'amusant, Monsieur Lefebvre? Demanda-t-elle, le ton glacial. Stéphane se pencha en arrière, bras croisés. Madame le juge, pardonnez-moi, mais oui, ma femme vient de se peindre comme une sorte de victime. La vérité est qu'elle est partie parce qu'elle ne pouvait pas gérer le style de vie que nous avions construit. Elle voulait se trouver elle-même ou peu importe les bêtises sur l'émancipation qu'elle lisait. Je n'ai rien gelé. J'ai protégé nos biens contre quelqu'un qui ne pensait clairement pas droit. Monsieur Lefebvre, commença Jean-Pierre. Et maintenant, poursuivit Stéphane, ignorant son propre avocat, elle se présente ici sans représentation, s'attendant à ce que ce tribunal lui remette simplement la moitié de tout ce pour quoi j'ai travaillé. Elle ne peut même pas se payer un avocat, Madame le juge. Comment va-t-elle subvenir aux besoins de nos enfants? Silence. Un silence froid et lourd. La juge Bernard posa son stylo. Elle retira ses lunettes, les plia soigneusement et les plaça sur le banc. Quand elle leva les yeux, son expression était illisible. Maître Durand, dit-elle, contrôlez votre client ou je le tiendrai pour outrage au tribunal. Jean-Pierre se leva immédiatement. Toutes mes excuses, Madame le juge. Cela ne se reproduira plus. Veillez à ce que non.
La juge Bernard se tourna vers Sandrine. Madame Lefebvre, vous avez mentionné que vous travaillez comme parajuriste depuis la séparation. Pouvez-vous fournir une preuve d'emploi et de revenus? Oui, madame le juge. Sandrine ouvrit son dossier et sortit plusieurs documents. Elle s'avança et les tendit à l'huissier, qui les passa à la juge. Stéphane se pencha vers Jean-Pierre. C'est ridicule. Elle essaie de gagner du temps. La juge Bernard examina les documents en silence. Son expression changea légèrement, une subtile lueur d'intérêt traversant ses traits. Elle leva les yeux vers Sandrine. Madame Lefebvre, dit-elle lentement. Selon ces documents fiscaux, vous avez déclaré des revenus significatifs au cours des 2 dernières années. Voulez-vous expliquer? Sandrine hocha la tête. Oui, madame le juge. Tout en travaillant comme parajuriste, j'ai également terminé mon diplôme de droit en ligne grâce à un programme d'enseignement à distance. J'ai passé le barreau il y a 7 mois et j'ai récemment accepté un poste d'avocate associée au cabinet Harmon & Reed. La salle d'audience se figea. Le sourire narquois de Stéphane disparut. Il se pencha en avant, fixant Sandrine comme si des ailes venaient de lui pousser dans le dos. Cabinet Harmon & Reed? Répéta la juge Bernard. Oui, madame le juge. Je me spécialise en droit de la famille et en planification successorale. Les yeux de Jean-Pierre s'écarquillèrent. Il sortit rapidement son téléphone et commença à taper sous la table. Stéphane attrapa son bras. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Jean-Pierre ne répondit pas. Son visage avait pâli. La juge Bernard se renversa dans son fauteuil, une faible lueur de satisfaction dans les yeux. Madame Lefebvre, êtes-vous en train de dire à ce tribunal que pendant que votre mari prétendait que vous n'aviez aucun revenu, aucune perspective et aucune capacité à subvenir aux besoins de vos enfants, vous construisiez activement une carrière juridique? Oui, madame le juge. Stéphane se leva brusquement. C'est impossible. Elle n'a jamais. Asseyez-vous, monsieur Lefebvre. Claqua la juge. Cette fois, il le fit. La juge Bernard regarda Sandrine. Avez-vous des documents prouvant votre emploi et votre certification au barreau? Je les ai, madame le juge. Sandrine sortit des documents supplémentaires et les tendit vers l'avant. L'huissier les livra à la juge. Alors que la juge Bernard les examinait, le silence dans la salle d'audience devint oppressant. Stéphane fixait Sandrine, la bouche légèrement ouverte, l'esprit s'emballant clairement. Jean-Pierre faisait toujours défiler furieusement son écran de téléphone. Finalement, la juge Bernard leva les yeux. Ceci semble en ordre. Elle se tourna vers Stéphane. Monsieur Lefebvre, il semble que votre évaluation de la situation financière de votre femme était inexacte. La voix de Stéphane sortit étranglée. Madame le juge, je n'avais aucune idée quelle était. Cela devient très clair, l'interrompit la juge. Elle regarda de nouveau les documents, puis revint à Sandrine. Madame Lefebvre, je vois aussi ici que vous avez listé des actifs supplémentaires acquis après la séparation, un véhicule, des comptes d'épargne, des portefeuilles d'investissement. Pouvez-vous expliquer la source de ces fonds? L'expression de Sandrine resta composée. Oui, madame le juge. En plus de mon salaire, j'ai fait du conseil juridique de manière indépendante. J'ai également reçu une rémunération pour la publication d'articles dans des revues juridiques et pour des interventions lors de conférences professionnelles. Tous ces revenus ont été correctement déclarés et imposés. La juge Bernard hocha lentement la tête. Et votre mari n'était pas au courant de ces activités. Nous n'avons eu aucune communication concernant ma vie professionnelle depuis la séparation, madame le juge. Monsieur Lefebvre a clairement indiqué qu'il ne voulait rien avoir à faire avec moi à moins que cela n'implique les enfants. Le visage de Stéphane devint rouge écarlate. C'est de la folie. Elle cache des revenus. Monsieur Lefebvre, dit froidement la juge Bernard. Un éclat de plus et vous serez expulsé de cette salle d'audience. Me comprenez-vous? Stéphane serra la mâchoire mais ne dit rien. La juge se tourna vers Sandrine. Madame Lefebvre, je veux être très clair. Vous prétendez que pendant votre séparation, vous avez terminé l'école de droit, passé le barreau, obtenu un emploi dans un cabinet réputé et créé des sources de revenus supplémentaires, tout cela pendant que votre mari prétendait que vous étiez indigente. C'est exact, madame le juge.
La juge Bernard s'autorisa le plus petit soupçon de sourire. Impressionnant. Stéphane avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Jean-Pierre lui chuchota quelque chose d'urgent à l'oreille, mais Stéphane secoua violemment la tête. Madame le juge, dit Jean-Pierre en se levant rapidement. Nous aimerions demander une brève suspension pour examiner ces nouvelles informations. Refusé, dit la juge Bernard sèchement. Vous avez eu des mois pour vous préparer, maître. C'est l'échec de votre client, pas le problème du tribunal. Jean-Pierre s'assit lourdement. Les mains de Stéphane tremblaient. La juge Bernard rassembla les papiers devant elle, puis leva les yeux vers les deux parties. Voici ce qui va se passer, dit-elle. Sur la base des preuves présentées, il est clair que Madame Lefebvre est tout à fait capable d'assurer la stabilité financière pour elle-même et ses enfants. Le récit selon lequel elle est impuissante ou dépendante est manifestement faux. Le visage de Stéphane était passé du rouge au gris. Sandrine restait parfaitement immobile, l'expression neutre, professionnelle. De plus, poursuivit la juge, le comportement de Monsieur Lefebvre dans cette salle d'audience a été irrespectueux, dédaigneux et révélateur d'un manque fondamental de considération pour ses procédures et pour sa femme. Cela me préoccupe grandement lorsque j'envisage les modalités de garde. Madame le juge, commença Stéphane, Je n'ai pas fini. La juge Bernard le coupa. Sa voix aurait pu geler le feu. Ce tribunal est ajourné pour la journée. Nous nous réunirons à nouveau dans une semaine. Pendant ce temps, j'attends des deux parties qu'elles soumettent des déclarations financières complètes. Et Monsieur Lefebvre, cela signifie tout. Compte bancaire, portefeuille d'investissement, fonds de retraite, intérêts commerciaux, tout. Si je découvre que vous avez caché ne serait-ce qu'un bon d'épargne, je ne serai pas ravi. Elle se tourna vers Sandrine. Madame Lefebvre, vous ferez de même. Je veux un compte rendu complet de vos actifs et sources de revenus. Oui, Madame le juge, dit Sandrine. La juge Bernard saisit son marteau. L'audience est levée. Le claquement du marteau résonna dans la salle. Tout le monde se leva alors que la juge sortait. Dès qu'elle fut partie, la salle d'audience éclata en chuchotements. Stéphane se tourna vers Jean-Pierre. Qu'est-ce qui vient de se passer? Jean-Pierre rangeait déjà sa mallette. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez sous-estimé votre femme et que vous vous êtes fait passer pour un imbécile devant un juge. Voilà ce qui s'est passé. Mais elle ne peut pas. Elle peut et elle l'a fait, dit Jean-Pierre sèchement. Et maintenant, nous entamons la semaine prochaine avec un désavantage parce que vous n'avez pas su fermer votre bouche. Stéphane fixa l'autre côté de l'allée où Sandrine rassemblait calmement ses documents et les remettait dans son dossier. Elle ne le regardait pas, ne le reconnaissait pas. Elle prit simplement son stylo, ferma son dossier et se dirigea vers la sortie. Alors qu'elle passait devant sa table, Stéphane l'interpella. Sandrine. Elle s'arrêta, se tourna lentement, ses yeux rencontrant les siens pour la première fois de la journée. Ce n'est pas fini, dit-il, la voix basse et menaçante. L'expression de Sandrine ne changea pas. Tu as raison, dit-elle doucement. Ça ne fait que commencer. Puis elle sortit, ses talons claquant doucement contre le sol en marbre. Stéphane la regarda partir, l'esprit tourbillonnant, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Jean-Pierre claqua sa mallette. Nous devons parler. Maintenant. À l'extérieur de la salle d'audience, Sandrine poussa les lourdes portes en chêne et entra dans le couloir. Le soleil matinal inondait les lieux à travers les hautes fenêtres, projetant des motifs géométriques sur le sol poli. Elle expira lentement, laissant la tension s'évacuer de ses épaules. Son téléphone vibra. Un texto de son collègue au cabinet Harmon et Reed. Comment ça s'est passé? Elle répondit, mieux que prévu. Une autre vibration, celle-ci de sa sœur. Ça va? Sandrine sourit faiblement. Je vais bien. Elle glissa le téléphone dans son sac et se dirigea vers l'ascenseur. Derrière elle, à travers les portes de la salle d'audience, elle pouvait entendre la voix élevée de Stéphane. Frustré et confus. Elle ne se retourna pas. Elle appuya sur le bouton de l'ascenseur et attendit, son reflet la regardant depuis les portes en métal poli. Composée, professionnelle, prête. L'ascenseur tinta. Les portes s'ouvrirent. Sandrine entra,
appuya sur le bouton du rez-de-chaussée et regarda le couloir du tribunal disparaître alors que les portes se refermaient. Lorsqu'elle atteignit le hall, elle sortit dans l'après-midi lumineux de Carpentras, le bruit de la ville la submergeant comme une vague. Les gens se pressaient sur le trottoir, pris dans leur propre vie, leur propre bataille. Sandrine resta là un instant, sentant le soleil de Provence sur son visage. Puis elle sortit son téléphone et passa un appel. « Salut, maman » dit-elle doucement. « C'est fait. Il sait maintenant. » À l'autre bout, la voix de sa mère crépita d'émotion et de fierté. Sandrine écouta, sourit et essuya une larme unique sur sa joue. « Je te raconterai tout ce soir, » dit-elle. « Je t'aime aussi. » Elle raccrocha, ajusta son blazer et se dirigea vers le parking. Derrière elle, dans ce tribunal, Stéphane Lefebvre commençait à peine à comprendre la profondeur de son erreur. Mais Sandrine avait déjà 3 coups d'avance. Elle l'avait toujours eu. Stéphane Lefebvre était assis dans le bureau d'angle de Jean-Pierre Durand, dans une tour d'affaires surplombant la ville, regardant l'horizon sans vraiment le voir. La chaise en cuir sous lui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens, mais il avait l'impression d'être assis sur du verre brisé. Sa cravate était desserrée, sa veste jetée négligemment sur le dossier de la chaise. Des cernes s'étaient formées sous ses yeux. Il n'avait pas dormi correctement depuis 3 jours. Jean-Pierre était assis en face de lui, lunettes de lecture perchées sur le nez, examinant des documents avec le genre de concentration qui vient de 30 ans de litige à enjeux élevés. Le bureau sentait légèrement l'eau de colonnes coûteuses et les vieux livres. Des volumes juridiques tapissaient les murs du sol au plafond, leur dos parfaitement aligné, un témoignage d'ordre et de contrôle. Tout ce que Stéphane sentait lui échapper. « C'est mauvais » dit finalement Jean-Pierre, sans lever les yeux des papiers. « C'est vraiment mauvais, Stéphane. » Stéphane passa une main sur son visage. « Je sais. »« Non, je ne pense pas que tu saches. » Jean-Pierre posa le document et retira ses lunettes. « Ta femme n'a pas seulement passé le barreau. Elle a terminé dans les 15% meilleurs de sa promotion d'un programme de droit accrédité en ligne tout en travaillant à temps plein et en élevant vos enfants les week-ends. Elle a été publiée dans 3 revues juridiques. Elle a été conférencière invitée dans 2 programmes de certification juridique. Et elle travaille maintenant dans l'un des cabinets de droit de la famille les plus respectés de la région. J'ai entendu tout ça au tribunal, dit Stéphane sèchement. As-tu entendu la partie où l'associé principal du cabinet Harmon et Reed est l'ancien camarade de promotion de la juge Bernard? Demanda Jean-Pierre, le ton tranchant. Ou la partie où ta femme a tissé des liens professionnels avec la moitié des juges aux affaires familiales de ce district depuis 18 mois. La tête de Stéphane se releva brusquement. Quoi? Elle a été stratégique, Stéphane. Méthodique. Pendant que tu te vantais auprès de tes copains de golf de l'avoir laissé sans rien, elle réseautait, étudiait, bâtissait une réputation, et maintenant elle est entrée dans cette salle d'audience avec une crédibilité que tu ne peux pas acheter. Stéphane se leva brusquement et marcha vers la fenêtre. La ville s'étendait en dessous de lui, indifférente à sa crise. Les véhicules de luxe bougeaient comme des jouets dans les rues, des étages plus bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Jean-Pierre se renversa dans sa chaise. Nous faisons exactement ce que la juge Bernard a ordonné. Divulgation financière complète. Chaque compte, chaque actif, chaque investissement. Et nous prions pour que ta femme n'ait pas un as dans sa manche que nous n'avons pas encore vu. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire, dit Jean-Pierre prudemment, que quelqu'un qui planifie aussi soigneusement a généralement plus d'un coup préparé. Elle t'a humilié au tribunal, Stéphane. Ce n'était pas un accident. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Le téléphone de Stéphane vibra sur le bureau. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Sa mère. Il refusa l'appel. Elle appelait sans arrêt depuis que la nouvelle de l'audience avait d'une manière ou d'une autre filtré dans leur cercle social. Le club de bridge de sa mère s'en donnait apparemment à cœur joie avec l'histoire de la femme de Stéphane, celle dont il prétendait qu'elle ne pouvait pas fonctionner sans lui, se montrant avec un diplôme de droit et un poste dans un cabinet prestigieux. La divulgation financière va être un problème, admit Stéphane doucement. Les yeux de Jean-Pierre se plissèrent. Pourquoi? Parce qu'il y a des comptes dont Sandrine n'a pas connaissance. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Jean-Pierre se leva lentement. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas caché d'actifs matrimoniaux, Stéphane.
Je les ai protégés, dit Stéphane sur la défensive. Il y a une différence. Non, il n'y en a pas. Pas pour un juge. La voix de Jean-Pierre était tendue par une colère contenue. Quel compte? De combien parle-t-on? Stéphane se détourna de la fenêtre. Environ 470 000 euros, répartis sur 2 comptes offshore et un portefeuille de crypto-monnaies. Jean-Pierre ferma les yeux et expira lentement par le nez. Tu te moques de moi. J'ai gagné cet argent, Jean-Pierre. Mes dossiers, mes clients, mes heures facturables. Pendant votre mariage. L'interrompit Jean-Pierre. Ce qui en fait un bien de la communauté. Tu le sais. Tu es avocat, bon sang. À quoi pensais-tu? Stéphane se racla la gorge. Je pensais que quand nous divorcerions, je n'allais pas la laisser prendre la moitié de tout ce pour quoi j'avais travaillé. Eh bien, félicitations, dit Jean-Pierre froidement, parce que quand la juge Bernard le découvrira, et elle le découvrira, tu vas perdre beaucoup plus que la moitié. Elle te crucifiera pour dissimulation d'actifs. Et l'avocat de ta femme chez Harmon et Reed. Ils se spécialisent en comptabilité judiciaire. Ils trouveront chaque centime, Stéphane. Chaque centime. Stéphane s'effondra dans sa chaise. La combativité l'avait quitté. Qu'est-ce que je fais? Jean-Pierre s'assit et joignit les doigts. Tu divulgues tout de suite, avant qu'ils ne le trouvent eux-mêmes. Nous déposons une déclaration financière rectificative, prétendons que c'était un oubli, et espérons que la juge Bernard sera clémente, ce qui, vu comment tu t'es comporté dans sa salle d'audience, est peu probable. Un oubli? Un demi-million est un oubli? C'est mieux que la fraude, répliqua Jean-Pierre. Et c'est ce qu'elle appellera si nous ne prenons pas les devants. Tu t'es déjà fait passer pour un imbécile arrogant une fois. N'aggrave pas les choses en devenant un criminel en plus. Le téléphone de Stéphane vibra à nouveau. Cette fois, c'était un texto de son associé au cabinet. Nous devons parler de l'image de ton divorce. Appelle-moi. Il retourna le téléphone face contre le bureau. Jean-Pierre rassembla ses papiers. Je vais rédiger la divulgation rectificative. Tu vas la signer et nous allons la déposer demain matin à la première heure. Et Stéphane, à partir de maintenant, tu ne prends pas une seule décision sans me consulter d'abord. Pas une seule. Compris? Stéphane hocha la tête, se sentant comme un enfant réprimandé. Bien. Maintenant, sors de mon bureau. J'ai du travail. Stéphane attrapa sa veste et partit sans un autre mot. La descente en ascenseur ressemblait à une descente vers quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Lorsqu'il atteignit le parking, il s'assit dans sa berline allemande haut de gamme, un véhicule qui coûtait plus que le salaire annuel de certaines personnes, et fixa le mur de béton devant lui. Son téléphone sonna. Sa mère encore. Cette fois, il répondit. Stéphane, chérie, j'essaie de te joindre depuis des jours. Pas maintenant, maman. Les gens parlent, mon cœur. Suzanne Henderson m'a dit qu'elle avait entendu l'histoire la plus ridicule sur ton audience au tribunal. Elle a dit que Sandrine s'est présentée avec un diplôme de droit. Cela ne peut pas être possiblement vrai. Stéphane ferma les yeux. C'est vrai. Silence. Puis, que veux-tu dire par c'est vrai? Quand est-ce qu'elle? Comment a-t-elle? Je ne sais pas, maman. Je ne sais plus rien. Eh bien, tu dois régler ça. L'image est terrible. Ton père et moi avons une réputation dans cette communauté. Nous ne pouvons pas laisser les gens penser. Je dois y aller. Il mit fin à l'appel et éteignit immédiatement son téléphone. Le silence dans la voiture était étouffant. Il démarra le moteur et conduisit sans but à travers la ville, pas prêt à rentrer chez lui, pas prêt à affronter quoi que ce soit. Il finit dans un bistrot de pays, un de ces endroits chaleureux mais discrets. Il commanda un verre de vin rouge, un bon Bourgogne, et s'assit dans un coin, regardant les gens rire et discuter, vivant des vies qui semblaient impossibles loin de la sienne en ce moment. Son esprit ne cessait de rejouer le moment au tribunal où Sandrine s'était levée et avait calmement détruit chaque supposition qu'il avait faite sur elle. La façon dont la juge Bernard l'avait regardé après, comme s'il était quelque chose de désagréable trouvé sous sa chaussure. La façon dont Jean-Pierre l'avait pratiquement traité d'idiot.
Le pire de tout était le regard dans les yeux de Sandrine quand elle était passée devant lui. Pas de colère, pas de blessure, juste une certitude calme et froide. Elle avait planifié cela à chaque étape, et il avait marché droit dedans parce qu'il avait été trop arrogant pour la voir comme autre chose que la femme qu'il avait laissée derrière lui. Il finit son verre et en commanda un autre. Pendant ce temps, à l'autre bout de la région, Sandrine Lefebvre était assise dans une salle de conférence au cabinet Harmon & Reed avec 3 associés principaux et une experte comptable judiciaire. Le soleil de fin d'après-midi traversait les baies vitrées, projetant de longues ombres sur la table en acajou poli. Des dossiers et des documents financiers couvraient chaque surface. Il cache des actifs, dit l'experte comptable, une femme au regard vif nommée Doreen Matisse, qui avait passé 20 ans à traquer l'argent pour des cas de divorce. Le style de vie qu'il maintient ne correspond pas à ses revenus et dépenses déclarées. Il y a de l'argent ailleurs. Mark Harmon, l'associé fondateur du cabinet, se pencha en avant. À quel point êtes-vous certaine ? 95%, répondit Doreen. Ses déclarations fiscales montrent des revenus de son cabinet, mais ses habitudes de dépenses suggèrent des flux de revenus supplémentaires. Charges de restaurants haut de gamme, paiement de véhicules de luxe, frais de club de sport, tout cela s'additionne à environ 60% de plus que ce qu'il déclare. Sandrine était assise tranquillement, assimilant tout cela. Elle avait soupçonné que Stéphane cachait de l'argent, mais l'entendre confirmer semblait différent. Plus lourd, d'une certaine manière. Pouvons-nous le prouver ? Demanda Victoria Chen, une autre associée principale spécialisée dans la division complexe des actifs. Donnez-moi 2 semaines, dit Doreen. J'aurai besoin d'ordonnances pour ces dossiers bancaires, relevés de cartes de crédit et comptes d'investissement. S'il a déplacé de l'argent offshore ou en crypto-monnaie, je le trouverai. Marc regarda Sandrine. C'est votre dossier, Sandrine. Comment voulez-vous procéder ? Sandrine soutint son regard fermement. Je veux tout ce qu'il a essayé de cacher. Pas parce que j'en ai besoin, mais parce qu'il doit comprendre que ce qu'il a fait était mal. Il m'a enfermé hors de ma propre maison. Il a monté mes enfants contre moi. Il a dit à tout le monde que je ne valais rien. Je veux que le tribunal voie exactement qui il est. Victoria hocha la tête avec approbation. La juge Bernard ne tolère pas les actifs cachés. Si nous pouvons prouver qu'il a délibérément dissimulé des biens de la communauté, elle le sanctionnera lourdement. Il y a autre chose, ajouta Doreen. J'ai trouvé des irrégularités dans les dossiers de facturation de son cabinet. Il semble qu'il ait pu gonfler les heures sur certains comptes clients. Rien de massif, mais assez pour soulever des questions sur l'éthique professionnelle. La salle devint silencieuse. C'était un autre niveau de problème. Ce n'était pas juste le tribunal des divorces. C'était le territoire de l'ordre des avocats. En êtes-vous sûr ? Demanda Marc prudemment. Doreen hocha la tête. Je devrais creuser plus profondément pour être certaine, mais les motifs sont là. Des blocs de temps qui ne s'alignent pas avec les apparitions au tribunal ou les réunions documentées. C'est subtil, mais c'est là. Sandrine sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Aussi en colère qu'elle fut contre Stéphane, elle n'avait jamais voulu détruire sa carrière entièrement. Elle voulait la justice, la responsabilité, mais Ceci pourrait le finir professionnellement. Victoria avait dû voir quelque chose dans son expression. Sandrine, je sais que c'est dur, mais s'il a commis une fraude à la facturation, ses clients ont le droit de savoir, et le tribunal doit connaître l'image complète de la personne à qui ils ont affaire. Je comprends, dit Sandrine doucement. C'est juste. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. C'est lui qui a poussé les choses aussi loin, dit Marc doucement. Vous n'avez pas créé cette situation. Vous refusez juste d'en être la victime. Il y a une différence. Sandrine hocha la tête lentement. Continuez l'enquête. Je veux tout savoir. Nous aurons besoin que vous signiez des autorisations, dit Victoria, glissant des papiers sur la table pour les assignations et demandes de dossiers. Sandrine prit un stylo et commença à signer. Chaque signature ressemblait à une autre porte se fermant sur la vie qu'elle avait connue autrefois. Le mariage était terminé. Elle l'avait accepté. Mais ceci était autre chose. C'était excaver les fondations et découvrir que toute la structure était pourrie depuis le début. Quand elle eut fini, Marc rassembla les documents. Ça va devenir laid,
Sandrine. Stéphane va riposter. Il va faire des accusations, essayer de vous discréditer, peut-être même s'en prendre à votre réputation professionnelle. Êtes-vous prête pour cela? Je me prépare depuis 3 ans, dit Sandrine. Depuis le jour où il m'a dit que je n'étais rien sans lui. Victoria sourit légèrement. Alors assurons-nous que le juge voit exactement ce que vous avez construit. Nous déposerons nos conclusions préliminaires au tribunal demain. L'avocat de Stéphane recevra des copies et demandera une audience accélérée pour traiter les questions de divulgation d'actifs. Combien de temps avant que nous soyons de retour au tribunal? Demanda Sandrine. La juge Bernard a fixé la date à 1 semaine après l'audience initiale, répondit Marc. Cela nous donne du temps pour rassembler des preuves, mais pas beaucoup. Nous devrons travailler vite. Je peux travailler vite, dit Sandrine. La réunion se poursuivit pendant une autre heure, passant en revue la stratégie, discutant des imprévus, se préparant à chaque réponse possible de l'équipe de Stéphane. Au moment où Sandrine quitta le bureau, le soleil s'était couché et les lumières de la ville scintillaient contre le ciel assombri. Elle marcha vers son véhicule, une Renault 4 fiable et un peu vintage qu'elle avait acheté il y a 3 mois avec son premier chèque substantiel du cabinet. Ce n'était pas Tapa accent grave l'œil. Ce n'était pas un symbole de statut, mais c'était à elle. Payé avec de l'argent qu'elle avait gagné, et cela signifiait plus que n'importe quelle marque de luxe ne le pourrait jamais. Alors qu'elle conduisait vers chez elle, son téléphone sonna. Sa fille, Manon. Elle répondit via le Bluetooth. Coucou, ma chérie. Salut, maman. La voix de Manon était prudente, incertaine. Papa nous a parlé du tribunal aujourd'hui. Les mains de Sandrine se resserrèrent sur le volant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tu essaies de prendre tout son argent et que tu es méchante. Les mots piquèrent même si Sandrine s'y attendait. Manon, mon cœur, ce n'est pas ce qui se passe. Ton père et moi avons des choses d'adultes à régler avec le juge. C'est compliqué, mais je n'essaie pas d'être méchante. J'essaie de m'assurer que les choses sont justes. Il avait l'air vraiment bouleversé, dit Manon doucement. Et il a dit que tu n'as même pas essayé d'arranger les choses, que tu as juste engagé des avocats coûteux pour l'attaquer. Sandrine se gara sur le parking de son petit gîte et resta assise en silence un instant. Manon, je sais que c'est dur et je sais que ton père souffre, mais il y a des choses à propos de cette situation que tu es trop jeune pour comprendre complètement. Quand tu seras plus grande, je te promets que je t'expliquerai tout. Pour l'instant, j'ai juste besoin que tu aies confiance que je t'aime, toi et ton frère, plus que tout au monde. Tout ce que je le fais parce que je crois que c'est juste. Peux-tu me faire confiance là-dessus? Une longue pause, puis doucement, je suppose que c'est tout ce que je peux demander. La voix de Sandrine se brisa légèrement. Comment va Léo? Il va bien. Il ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Il veut juste que tu rentres à la maison. Je le veux aussi, bébé. Bientôt. D'accord? Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. L'appel se termina. Sandrine resta assise dans sa voiture sur le parking sombre, se laissant sentir le poids de tout cela juste un instant. Puis elle essuya ses yeux, rassembla sa mallette et entra. Son logement était petit, un gîte d'une chambre où elle laissait la chambre à Manon et Léo les week-ends, et dormait elle-même sur le canapé-lit. Les meubles étaient d'occasion, les appareils de cuisine basiques, mais c'était propre, c'était sûr et c'était à elle. Elle en avait fait un foyer avec le peu qu'elle avait. Elle se fit du thé et s'assit à la petite table à manger, sortant son ordinateur portable. Il y avait du travail à faire, des dossiers à examiner, des preuves à organiser, une stratégie à affiner. Les conclusions préliminaires de l'experte comptable devaient être recoupées avec la chronologie des dépenses de Stéphane. S'il pouvait prouver qu'il avait systématiquement caché de l'argent tout en prétendant qu'elle était indigente, la juge Bernard verrait clair en lui. Les heures passèrent. Minuit vint et repartit. Sandrine travailla à travers tout cela, carburant au thé et à la détermination. Vers 2 heures du matin, son téléphone vibra avec un email. Cabinet Durand et Associés. Elle l'ouvrit. Divulgation financière rectificative, Stéphane Lefebvre. Son rythme cardiaque s'accéléra. Elle téléchargea la pièce jointe et commença à lire. Alors qu'elle faisait défiler les pages, ses yeux s'écarquillèrent. Stéphane avait divulgué les comptes offshore.
Le portefeuille de crypto-monnaie. Près d'un demi-million d'euros qu'il avait caché. Au bas de la divulgation figurait une note de Jean-Pierre, veuillez noter que ces comptes ont été omis par inadvertance du dossier initial en raison d'un oubli administratif. Nous nous excusons pour toute confusion. Sandrine rit aux éclats dans son appartement vide. Oubli administratif. Ils avaient découvert qu'elle avait des experts comptables sur l'affaire et avaient paniqué. Stéphane avait cligné des yeux le premier. Elle transféra l'email à Marc, Victoria et Doreen avec une seule ligne, ils ont peur. En quelques minutes, son téléphone sonna. Marc, vous avez vu? J'ai vu, dit Sandrine. Un demi-million d'euros en oubli administratif. La juge Bernard va ne faire qu'une bouchée de lui, dit Marc. Et elle pouvait entendre la satisfaction dans sa voix. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Il vient d'admettre avoir caché des actifs matrimoniaux importants. Même avec l'excuse, le mal est fait. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, nous répondons. Nous déposons une motion citant sa divulgation rectificative comme preuve de mauvaise foi et demandons des sanctions. Nous argumentons que s'il a caché autant d'argent, il pourrait y en avoir plus. Nous demandons un audit judiciaire complet à ses frais. Et nous nous assurons que la juge Bernard sache qu'il ne l'a divulgué qu'après que nous ayons indiqué que nous menions notre propre enquête. Sandrine sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était une question de responsabilité, de prouver que les actions avaient des conséquences, même pour les avocats d'affaires prospères qui se croyaient intouchables. Faites-le, dit-elle. Nous déposerons demain matin à la première heure. Dormez un peu, Sandrine. Nous avons une semaine chargée devant nous. Elle mit fin à l'appel et s'assit dans le calme de son appartement, l'ordinateur portable brillant dans l'obscurité. Dehors, la ville dormait, inconsciente de la tempête qui se préparait dans ses tribunaux familiaux. Stéphane avait fait son coup, mais il était trop tard. La vérité sortait déjà pièce par pièce. Et il n'y avait rien qu'il pût faire pour l'arrêter. Sandrine ferma son ordinateur portable et s'autorisa enfin à le ressentir. Pas la victoire, pas encore, mais quelque chose de proche. L'espoir, peut-être, ou la justice enfin en vue. Elle éteignit les lumières et s'allongea sur son canapé-lit, fixant le plafond. Dans 6 jours, il serait de retour au tribunal. Et cette fois, Stéphane Lefebvre allait apprendre exactement ce qu'il en coûtait de sous-estimer la femme qu'il avait juré d'aimer, d'honorer et de chérir. La femme qu'il avait rejetée comme n'étant rien était sur le point de lui montrer tout. La semaine passa dans un flou de dépôts juridiques, de dépositions et de planification stratégique. Sandrine dormait à peine, survivant grâce au café et à l'adrénaline. La salle de conférence du cabinet devint sa deuxième maison. Les papiers s'étalaient sur chaque surface comme les preuves d'un règlement de compte à venir. Doreen, l'experte comptable, travaillait sans relâche, traçant les empreintes financières de Stéphane à travers un labyrinthe de comptes, de transactions et de traces écrites soigneusement construites. Le jeudi après-midi, 3 jours avant l'audience, Doreen entra dans la salle de conférence avec une expression que Sandrine avait appris à reconnaître, le regard de quelqu'un qui vient de trouver de l'or. « Dites-moi que vous avez trouvé quelque chose, » dit Victoria, levant les yeux de son ordinateur portable. Doreen posa un dossier épais. « J'ai tout trouvé. » Elle l'ouvrit, étalant des documents sur la table. Stéphane n'a pas seulement caché de l'argent. Il détourne systématiquement des actifs matrimoniaux depuis au moins 18 mois. Regardez ça. Des transferts mensuels de son compte professionnel vers une société écran enregistrée au Delaware. La société écran a ensuite déplacé les fonds vers les comptes offshore. Sandrine se pencha, étudiant les relevés bancaires. Les chiffres racontaient une histoire que Stéphane avait espéré garder enterrée. Combien au total? 683 000 euros, dit Doreen. C'est en plus des 470 000 qu'il a divulgués dans le dossier rectificatif. Il cache encore plus de 200 000 euros. La salle devint silencieuse. Marc siffla bas. Il a modifié sa divulgation et a quand même menti. Soit il est incroyablement stupide, soit il pensait sincèrement que nous ne trouverions pas ça, répondit Doreen. La société écran est enregistrée au nom de son camarade de chambre d'université, un certain Jason. Mais l'activité financière correspond parfaitement aux habitudes de dépenses de Stéphane, mêmes eurodatages, même montant de transaction, juste filtré par une couche supplémentaire.
Pouvons-nous prouver que Stéphane contrôle ce compte? Demanda Sandrine. Les adresses IP pour les transferts en ligne remontent au réseau de son cabinet d'avocats et à son adresse personnelle, dit Doreen en sortant un autre document. Il effectuait littéralement ses transferts depuis son ordinateur de bureau pendant les heures de travail. Nous le tenons. Victoria tapait déjà sur son ordinateur portable. Nous devons déposer une motion d'urgence. C'est de la fraude. Pure et simple. La juge Bernard doit savoir avant l'audience de lundi. Il y a plus, poursuivit Doreen. Les irrégularités de facturation que j'ai mentionnées. J'ai trouvé de la documentation. Il a gonflé les heures sur au moins 4 comptes clients majeurs au cours des 2 dernières années. Nous parlons d'environ 90 000 € de surfacturation. Marc se leva et marcha vers la fenêtre, les mains dans les poches. C'est une violation qui pourrait le faire radier du barreau. Sandrine sentit le poids de tout cela s'abattre sur elle. Cela avait commencé comme un cas de divorce, un combat pour un traitement équitable et la garde de ses enfants. Maintenant, cela menaçait de défaire toute la vie professionnelle de Stéphane. Une partie d'elle, une petite partie dont elle n'était pas fière, ressentait de la satisfaction, mais une plus grande partie ressentait autre chose, de la tristesse, peut-être pour ce qu'ils avaient été, pour ce qu'il était devenu, pour les décombres de tout cela. Sandrine. La voix de Victoria coupa ses pensées. Êtes-vous d'accord avec cela? Sandrine leva les yeux vers les 3 avocats qui la regardaient. Vous me demandez si je veux détruire le père de mes enfants. Nous demandons ce que vous voulez que nous fassions de cette information, dit Marc doucement. C'est au-delà de la division des actifs maintenant. C'est une faute professionnelle. Une fois que nous déposons cela au tribunal, cela devient partie du dossier public. L'ordre des avocats le verra. Ses clients le verront. Sa carrière pourrait ne pas y survivre. Sandrine se leva et marcha vers la fenêtre à côté de Marc. La ville s'étalait en dessous d'eux. Des milliers de personnes vivant leur vie, menant leur propre bataille. Il y a 3 ans, Stéphane m'a dit que je ne valais rien. Il a dit que je n'avais rien à offrir, que j'étais juste une femme au foyer sans perspective et sans valeur. Il a gelé nos comptes et changé les serrures pendant que je rendais visite à ma mère. Il a dit à nos enfants que je les avais abandonnés. Il m'a fait dormir sur le canapé d'une amie pendant 2 mois le temps que j'économise assez pour une caution sur ce petit gîte. Elle se tourna pour faire face à la pièce. J'ai reconstruit toute ma vie à partir de rien. Je suis allé à l'école à temps plein tout en travaillant 2 emplois. J'ai étudié pour l'examen du barreau tout en vivant de nouilles instantanées et de produits génériques. J'ai fait tout cela parce qu'il m'a fait croire que je devais prouver ma valeur. Pas à lui, il avait déjà fait son opinion sur moi, mais à moi-même. Sa voix devint plus forte. Et maintenant, je découvre que pendant que je faisais tout ça, pendant que je remontais la pente depuis le fond du gouffre, il volait notre mariage, montait au tribunal et escroquait ses propres clients. Alors oui, Victoria, je suis d'accord avec ça parce qu'il s'est fait ça à lui-même. Je m'assure juste que la vérité éclate. Victoria hocha la tête lentement. Alors nous déposons tout demain matin. Faites-le, dit Sandrine. La motion d'urgence fut déposée à 9 h le vendredi. À midi, Jean-Pierre Durand avait appelé le bureau de Marc 17 fois. À 14 h, Stéphane lui-même appelait, laissant des messages vocaux de plus en plus frénétiques. Sandrine en écouta un, transféré par la réceptionniste du cabinet. « Sandrine, qu'est-ce que tu fais bordel? Tu essaies de me ruiner. C'est de la folie. On peut arranger ça. On n'a pas besoin de s'entre-détruire. Rappelle-moi, s'il te plaît. » Elle supprima le message sans répondre. La juge Bernard programma une audience d'urgence pour le samedi matin. Une décision inhabituelle qui signalait la gravité des allégations. Quand Sandrine arriva au tribunal à 8 h 30, des camionnettes de presse étaient déjà garées à l'extérieur. D'une manière ou d'une autre, la nouvelle avait fuité. Un avocat de haut vol accusé de dissimulation d'actifs et de fraude à la facturation pendant son propre divorce faisait une nouvelle locale captivante. Sandrine traversa une petite foule de journalistes, ignorant leurs questions, la tête haute. Elle portait un tailleur anthracite, professionnel, autoritaire, inébranlable. À l'intérieur, son estomac se tordait, mais son visage ne montrait rien d'autre qu'une détermination calme. La salle d'audience était plus bondée qu'avant. Les associés de Stéphane étaient assis dans la galerie, leurs expressions sombres.
Sa mère était là aussi, serrant son sac à main comme un bouclier, le visage pincé par l'inquiétude et l'embarras. Du côté de Sandrine, sa sœur et sa mère étaient assises au premier rang, offrant un soutien silencieux. Stéphane avait l'air terrible. Son costume coûteux ne pouvait cacher l'épuisement dans ses yeux, la défaite dans sa posture. Jean-Pierre était assis à côté de lui, professionnel comme toujours. Mais même lui semblait tendu. « Levez-vous. » La juge Bernard entra et la salle devint silencieuse. Elle prit son siège, arrangea ses papiers et regarda la salle d'audience avec une expression qui ne promettait aucune pitié pour quiconque perdrait son temps. « Nous sommes ici sur une motion d'urgence déposée par le conseil de Madame Lefebvre, commença-t-elle. Les allégations sont graves. Monsieur Lefebvre, je vais vous donner l'occasion de répondre, mais je veux être très clair. J'ai lu la documentation financière soumise par l'experte comptable de Madame Lefebvre. J'ai examiné la divulgation rectificative que votre avocat a déposée, et je ne suis pas contente de ce que je vois. Stéphane se leva. Madame le juge, si je pouvais. Asseyez-vous, monsieur Lefebvre, votre avocat parlera pour vous. Le ton de la juge Bernard ne laissait aucune place à l'argumentation. Jean-Pierre se leva. Madame le juge, mon client a été entièrement coopératif avec le processus de découverte. L'omission initiale de certains comptes était une erreur honnête. Maître, l'interrompit la juge, votre client a divulgué 470 000 € d'actifs cachés seulement après que Madame Lefebvre a indiqué qu'elle avait engagé un expert comptable judiciaire. Ce n'est pas de la coopération. C'est du contrôle des dégâts. Et selon les documents déposés hier, il cache encore plus de 200 000 € de fonds supplémentaires. Comment expliquez-vous cela? La mâchoire de Jean-Pierre se serra. Madame le juge, nous n'étions pas au courant des comptes supplémentaires référencés dans le dossier d'hier. Mon client maintient. Votre client maintient qu'il a accidentellement oublié près de 700 000 € d'actifs matrimoniaux? Le scepticisme de la juge Bernard était palpable. Cela vous semble-t-il crédible, maître? Le silence était écrasant. Le visage de Jean-Pierre avait pâli. Madame le juge, nous demandons du temps pour examiner les nouvelles allégations et préparer une réponse appropriée. Refusé. Vous avez eu des mois pour vous préparer. L'équipe de Madame Lefebvre a pu découvrir cette information en une semaine. Pourquoi ne l'avez-vous pas pu? La juge se tourna vers Marc. Maître Harmon, expliquez-moi ce que votre équipe a trouvé. Marc se leva, calme et confiant. Madame le juge, notre expert comptable a tracé un modèle de détournement systématique d'actifs commençant il y a environ 18 mois. Monsieur Lefebvre a créé une société écran sous le nom d'un associé et l'a utilisée pour canaliser des actifs matrimoniaux vers des comptes offshore. La documentation montre une intention claire de cacher la propriété commune de la procédure de partage. Il tendit une pile de documents à l'huissier qui les passa à la juge. Ce sont des relevés bancaires, des enregistrements de virements et des journaux d'adresse IP montrant que Monsieur Lefebvre a personnellement initié ces transactions depuis ses ordinateurs de bureau et de domicile. Il n'y a aucune ambiguïté ici. C'était délibéré. La juge Bernard examina les documents en silence. La salle d'audience retenait son souffle. Quand elle leva les yeux, son expression était glaciale. Maître Durand, avez-vous des preuves contredisant ces conclusions? Jean-Pierre regarda Stéphane, qui secoua la tête presque imperceptiblement. Non, Madame le juge. Nous aurions besoin de temps pour mener notre propre enquête. Vous avez eu tout le temps du monde, dit la juge sèchement. Voici ce qui va se passer. J'ordonne un gel immédiat de tous les comptes de Monsieur Lefebvre, personnel, professionnel et toute entité dans laquelle il détient un intérêt. Je nomme un comptable supervisé par le tribunal pour mener un audit complet aux frais de Monsieur Lefebvre. Et j'émets des sanctions d'un montant de 50 000 € payables à l'équipe juridique de Madame Lefebvre pour les coûts engagés dans la découverte d'informations qui auraient dû être divulguées volontairement. Le visage de Stéphane devint blanc. Sa mère haleta auditivement depuis la galerie. Les journalistes au dernier rang griffonnaient frénétiquement. Madame le juge, commença Jean-Pierre. Ces sanctions sont excessives. Le sont-elles? Les yeux de la juge Bernard étincelèrent. Votre client s'est tenu dans ma salle d'audience et s'est moqué de sa femme parce qu'elle était incapable de se payer une représentation légale. Il a ri d'elle. Il a dit à ce tribunal qu'elle était indigente et incapable de subvenir aux besoins de leurs enfants. Et tout le temps,
Il cachait 3/4 million d'euros d'actifs matrimoniaux. 50 000 euros est une bonne affaire, maître. Elle se tourna vers Sandrine. Madame Lefebvre, je veux que vous sachiez que ce tribunal prend la dissimulation d'actifs très au sérieux. Le comportement de votre mari a été déplorable et les sanctions reflètent cela. Merci, madame le juge, dit Sandrine doucement. La juge Bernard n'avait pas fini. Il y a aussi la question des irrégularités de facturation mentionnées dans le dossier d'hier. Maître Durand, votre client est-il conscient que ces allégations ont été transmises à l'ordre des avocats? Stéphane se leva soudainement. Madame le juge, ces allégations sont. Monsieur Lefebvre, asseyez-vous. La voix de la juge claqua comme un fouet. Vous en avez assez dit dans cette salle d'audience. Un éclat de plus et je vous tiens pour outrage. Stéphane s'effondra dans sa chaise, tremblant. Jean-Pierre posa une main rassurante sur son épaule, mais Stéphane la repoussa. L'ordre des avocats mènera sa propre enquête, continua la juge Bernard. C'est en dehors de la juridiction de ce tribunal. Cependant, cela éclaire mes décisions concernant la garde et la distribution des actifs. Un parent confronté à des sanctions professionnelles potentielles n'est pas dans une position stable pour réclamer la garde principale. Elle regarda directement Stéphane. Monsieur Lefebvre, vous êtes entré dans cette salle d'audience en croyant que votre femme était en dessous de vous. Vous croyez qu'elle n'avait aucun pouvoir, aucune ressource, aucune capacité à vous défier. Vous aviez tort. Spectaculairement tort, et votre arrogance vous a coûté cher. La juge rassembla ses papiers. Nous nous réunirons lundi matin à 9 h pour l'audience finale sur la garde et la distribution des actifs. D'ici là, monsieur Lefebvre, je vous suggère de réfléchir très attentivement à la façon dont vous voulez procéder. Parce que si je découvre que vous avez caché un centime de plus, un actif de plus, une chose de plus, je vous lancerai le code pénal si fort que vos petits-enfants le sentiront. Suis-je clair? Oui, madame le juge, chuchota Stéphane. Bien. L'audience est levée. Le marteau tomba avec finalité. La salle d'audience éclata en murmures. Les journalistes se précipitèrent vers les sorties pour déposer leurs articles. Stéphane resta figé, fixant la table devant lui. Sa mère poussa à travers la foule, les larmes coulant sur son visage, exigeant de savoir comment cela avait pu arriver. Sandrine rassembla ses affaires lentement, laissant le chaos tourbillonner autour d'elle. Marc se pencha. C'était encore mieux que ce que j'espérais. La juge Bernard vient de nous donner tout ce dont nous avions besoin pour lundi. Il ne s'agit pas de gagner, dit Sandrine doucement. Il s'agit que mes enfants voient que la vérité compte. Qu'on ne peut pas simplement mentir et tricher et s'attendre à aucune conséquence. Victoria les rejoignit. Les journalistes vont vouloir une déclaration. Êtes-vous prête pour ça? Sandrine hocha la tête. Finissons-en. Ils sortirent ensemble, Marc et Victoria la flanquant comme des sentinelles. Les journalistes convergèrent immédiatement, micro tendu, appareil photo flashant. Madame Lefebvre, comment vous sentez-vous par rapport à la décision de la juge? Madame Lefebvre, saviez-vous que votre mari cachait de l'argent? Pensez-vous qu'il perdra sa licence d'avocat? Sandrine leva une main, et la foule se calma légèrement. J'ai une brève déclaration, dit-elle, la voix ferme. Pendant des années, on m'a dit que je n'avais aucune valeur, aucun mérite, aucun avenir sans mon mari. On m'a dit que je devrais être reconnaissante pour ce qu'on me donnait et ne jamais demander plus. Aujourd'hui, la juge Bernard a rappelé à tout le monde dans cette salle d'audience que la vérité compte, que l'honnêteté compte, qu'on ne peut pas bâtir une vie sur des mensonges et s'attendre à ce qu'elles tiennent. Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Cette affaire n'a jamais été une question de vengeance. C'était une question de justice. C'était pour s'assurer que mes enfants voient que leur mère s'est battue pour ce qui était juste, même quand tout le monde disait qu'elle ne pouvait pas gagner. J'espère que d'autres femmes dans des situations similaires verront cela et sauront qu'elles n'ont pas à accepter d'être diminuées. Elles peuvent reconstruire. Elles peuvent riposter. Elles peuvent gagner. Et la carrière de votre mari? Cria quelqu'un. C'est entre lui, ses clients et l'ordre des avocats, dit Sandrine. Je n'ai pas créé ces problèmes. J'ai juste refusé de les ignorer. Une dernière question. Regrettez-vous le mariage? Sandrine considéra cela. Je regrette comment il s'est terminé,
mais je ne regrette pas les leçons de vie qu'il m'a enseignées. J'ai appris que je suis plus forte que je ne le savais, et ça vaut quelque chose. Elle fit signe à Marc et Victoria, et ils la guidèrent à travers la foule jusqu'au parking. Lorsqu'ils atteignirent finalement son véhicule, Sandrine s'appuya contre lui, l'épuisement la submergeant comme une vague. « Vous avez été génial, » dit Victoria. « C'était parfait. »« Je ne me sens pas parfaite, » admit Sandrine. « Je me sens fatiguée. »« Rentrez chez vous, » dit Marc doucement. « Reposez-vous. Lundi va être une longue journée, mais nous sommes prêts. Nous avons tout ce qu'il nous faut. » Sandrine hocha la tête, monta dans son véhicule et conduisit chez elle à travers le trafic de midi. Son téléphone sonnait constamment. Amis, famille, anciens collègues, tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé. Elle les ignora tous. En ce moment, elle avait besoin de silence. Lorsqu'elle atteignit son petit gîte, elle s'effondra sur son canapé et ferma les yeux. Son esprit rejouait les mots de la juge. « Vous aviez tort. Spectaculairement tort, et votre arrogance vous a coûté cher. » Ces 4 mots dévastateurs que la juge avait prononcés dans la salle d'audience il y a des jours continuaient de résonner. Vous l'aviez déjà compris. C'est là que Stéphane avait réalisé que Sandrine savait exactement ce qu'elle faisait. Ce moment où son visage avait changé, quand il avait compris qu'il avait été déjoué depuis le début. Son téléphone vibra. Un texto de sa fille, Manon. « Maman, est-ce que papa va bien ? » Il est vraiment bouleversé. Le cœur de Sandrine se serra. Elle répondit avec soin. « Ton père traverse un moment difficile, mais il ira bien. Parfois, les adultes doivent faire face aux conséquences de leurs choix. Je t'expliquerai plus quand je te verrai. Je t'aime. » Je t'aime aussi. Sandrine posa son téléphone et fixa le plafond. Lundi apporterait l'audience finale, les modalités de garde, la division finale des actifs, la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Elle s'était tellement battue pour arriver ici, avait tellement sacrifié, s'était reconstruite à partir de rien. Et maintenant, enfin, elle était sur le point de gagner. Mais la victoire semblait différente de ce qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas triomphant ou joyeux. C'était calme, doux amer, gagné à un coup qu'elle calculait encore. Ses enfants grandiraient dans un foyer brisé. La carrière de Stéphane pourrait ne jamais s'en remettre. Leur famille porterait cette histoire pendant des années. Mais elle s'était défendue. Elle avait refusé d'être effacée, rejetée ou oubliée. Et cela comptait. Cela comptait plus que toute autre chose. Le dimanche passa dans un flou de préparation. Le lundi matin arriva froid et clair. Sandrine s'habilla de son meilleur tailleur, le bleu marine qu'elle avait acheté pour son premier jour chez Harmon & Reed. Elle se regarda dans le miroir. Une avocate accomplie, une mère, une survivante. « Tu peux le faire », dit-elle à son reflet. Le tribunal était moins bondé cette fois, bien que quelques journalistes s'attardaient encore dehors. Sandrine entra la tête haute, flanquée de son équipe juridique. Sa mère et sa sœur étaient déjà assises dans la galerie, leur présence un réconfort. Stéphane arriva quelques minutes plus tard, semblant diminuer d'une certaine manière. Son costume coûteux flottait différemment sur lui, comme s'il avait perdu du poids. Ses yeux étaient creux, cernés de noir. Jean-Pierre marchait à côté de lui, professionnel, mais sensiblement plus froid qu'avant. La juge Bernard entra ponctuellement à 9 heures. « Procédons, dit-elle sans préambule. J'ai examiné toutes les soumissions des 2 parties. J'ai considéré les déclarations financières, les rapports d'expertise comptable et les preuves de moralité présentées. Je suis prête à statuer. » La salle d'audience devint silencieuse. Le cœur de Sandrine battait fort dans sa poitrine. « Premièrement, la garde, » commença la juge Bernard. « Sur la base des preuves, j'accorde la garde légale conjointe avec une répartition physique de 60/40 en faveur de Madame Lefebvre. Les enfants résideront principalement avec leur mère, Monsieur Lefebvre les ayant un week-end sur 2 et une nuit de semaine par semaine. » Le visage de Stéphane se froissa. Sa mère sanglota doucement dans la galerie. Deuxièmement, la division des actifs. Compte tenu de la dissimulation délibérée d'actifs matrimoniaux par Monsieur Lefebvre, j'accorde à Madame Lefebvre 65% de tous les biens de la communauté. Cela inclut la maison de campagne qui sera vendue avec les produits divisés en conséquence, les comptes de retraite,
les portefeuilles d'investissement et tous les fonds identifiés par l'audit judiciaire. Jean-Pierre commença à objecter, mais la juge Bernard leva une main. Je n'ai pas fini. Monsieur Lefebvre paiera également une prestation compensatoire d'un montant de 4 000 € par mois pendant 5 ans, plus une pension alimentaire pour enfants calculée selon les directives de l'État. De plus, il assumera toutes les dettes matrimoniales. La juge regarda directement Stéphane. Monsieur Lefebvre, vous avez essayé de punir votre femme pour avoir voulu plus de sa vie. Vous avez essayé de la garder petite, dépendante et sous votre contrôle. Au lieu de cela, elle est devenue avocate, a bâti une carrière et a exposé votre malhonnêteté. Que cela serve de leçon. Quand vous essayez de détruire quelqu'un, assurez-vous qu'il ne revienne pas plus fort. Elle prit son marteau. Ce tribunal statue en faveur de la demanderesse. Affaire close. Le marteau tomba. Le son résonna dans la salle d'audience comme un coupe-nerfs. C'était fini. Sandrine sentit des larmes couler sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était la libération, le soulagement, la vindicte. Marc pressa son épaule. Victoria sourit. De la galerie, sa mère et sa sœur se précipitèrent, l'enlaçant dans une étreinte féroce. Stéphane se leva lentement et sortit sans regarder personne. Jean-Pierre suivit, déjà au téléphone, commençant probablement le contrôle des dégâts qui définirait la prochaine phase de la vie de Stéphane. À l'extérieur de la salle d'audience, Sandrine se tenait au soleil, respirant profondément. Son téléphone vibra avec des félicitations de collègues et d'amis. Mais le message qui comptait le plus venait de Manon. Papa nous a dit. On vivra avec toi la plupart du temps. Je suis contente, maman. Tu m'as manqué. Sandrine essuya ses yeux et sourit à travers les larmes. Elle avait gagné plus qu'un procès. Elle avait gagné sa vie en retour. Elle avait gagné ses enfants. Elle avait gagné la preuve qu'elle n'avait jamais été rien. Elle était tout ce dont elle avait eu besoin d'être depuis le début. Alors qu'elle marchait vers son véhicule, sa fidèle Renault 4, elle repensa à ce moment au tribunal il y a quelques jours quand Stéphane avait ri d'elle, quand il avait dit qu'elle ne pouvait pas se payer un avocat. Elle repensa à la réponse de la juge Bernard, ces 4 mots dévastateurs qui avaient tout changé. Vous l'aviez déjà compris. Parce que Sandrine avait compris. Elle avait compris sa valeur, sa force, son pouvoir. Et à la fin, cette compréhension avait valu plus que tout l'argent caché de Stéphane, toute son arrogance, toute sa cruauté. Elle conduisit vers son petit appartement, celui qu'elle quitterait bientôt pour quelque chose de plus grand, quelque chose de mieux, quelque chose qu'elle avait gagné. Et pour la première fois depuis des années, Sandrine Lefebvre se sentit complètement, totalement libre. Alors, chers spectateurs, que pensez-vous du parcours de Sandrine? Avez-vous ou quelqu'un que vous connaissez déjà dû tout reconstruire à partir de rien? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'eux. Et si cette histoire vous a ému, inspiré ou fait penser différemment à la résilience et à la justice, faites-moi une faveur et partagez-la. Ces histoires ont besoin d'être racontées. Ces voix ont besoin d'être entendues. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, vous n'êtes jamais aussi impuissant que quelqu'un veut vous le faire croire. Et la vérité trouve toujours un chemin.